Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bon retour de vacances tout le monde! C'est le retour en force de la Bolt sur la plateforme Ultium. L'industrie lance un programme de récupération pour les batteries de voitures électriques. Fisker prend des réservations pour l'Alaska et le Ronin. Par où commencer? On parle des subventions. Cédric nous parle d'un sondage douteux en Europe. Et en grande entrevue, on parle avec deux propriétaires de la Ioniq 6 qui nous parlent de leur voiture. Il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Moi, j'ai un jeune garçon, j'ai même un couple d'amis la semaine passée qui était en arrière, puis mon amie fille avait les jambes croisées comme si on était dans son salon, là, puis elle touchait même pas au banc en avant. Là. Alors, il y a vraiment beaucoup d'espace, en plus d'être confortable. C'est pas juste beau là, et grand, c'est très confortable. Tout ça et bien plus encore dans la 155e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances. Peut-être êtes-vous encore en vacances, chanceux si c'est votre cas. Moi, dans ma situation, c'est terminé. J'ai pris un beau 3 semaines qui ont fait, ma foi, du bien, mais ça passe vite. Et que ça passe vite des vacances. Je ne sais pas si vous, dans votre cas, vous avez profité de ces vacances pour voir du pays un peu en voiture électrique au Québec, ailleurs qu'au Québec. Écrivez-nous, dites-nous-le si vous êtes... on sait qu'au Québec, c'est relativement facile. Là, la recharge, les réseaux de recharge sont bien implantés, sont fiables et sont disponibles. Mais quand on sort du Québec, l'Ontario, les Maritimes, les États-Unis, parfois, on a des petites craintes. C'est de moins en moins complexe, soit dit en passant. Là, de plus en plus, les réseaux ailleurs se déploient et se développent, mais il y a un retard qu'il faut qu'il soit récupéré et on sent malheureusement encore l'écart entre la qualité des infrastructures d'un côté, de l'autre côté de la frontière, malheureusement. Alors, sinon, aujourd'hui, on a un épisode, ma foi, fort intéressant. On va parler de la Ioniq 6. Si vous voulez entendre parler de ce véhicule-là, on a des propriétaires qui vont nous en parler. On va également parler avec notre ami Cédric Ingrand, de l'autre côté de l'Atlantique. Sébastien Côté aussi qui va nous parler de l'information pour les débutants, là, ceux qui sont nouveaux dans le monde de l'électromobilité. La chronique, par où commencer avec Sébastien Côté, c'est la chronique à écouter, bien entendu. Et aussi, je vous rappelle que si vous avez des questions que vous voulez nous poser, vous pouvez nous les poser n'importe quand de différentes façons. Vous pouvez nous écrire, soit sur notre page Facebook, sur notre site web www.silenceonroule.com. Et vous pouvez également utiliser notre boîte vocale numérique en ligne. Vous tapez tout simplement dans votre browser Internet, là, question.silenceonroule.com. Question.silenceonroule.com. Ça vous amène sur une page. Vous allez pouvoir cliquer sur un petit bouton puis enregistrer avec votre micro. Là, vous nous dictez, comme sur une boîte vocale, votre question. Et puis nous, de notre côté, on s'engage à l'écouter et puis y répondre, soit nous ou les bonnes personnes, tout dépendant qui s'adresse à la question, et de vous donner dans la prochaine ou dans les prochaines émissions une réponse à votre question. Donc, gênez-vous pas pour utiliser ce service-là. Et voici justement une question de M. Vaillancourt qui dit quelle est la différence entre les différentes certifications pour les véhicules électriques des garages? Je sais qu'il existe au moins 2 certifications, compétence VE qui est soutenue par le comité paritaire, le CPCPA, et il y a aussi atelier branché soutenu par un regroupement d'entreprises. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça s'équivaut? On a posé la question à celui qui est à l'origine de la certification compétence VE, Yves Rassette. On écoute sa réponse à l'instant. Il y a seulement une certification, donc qui est compétence VE au Québec. Il n'y a aucune autre certification. L'atelier branché, c'est un mouvement qui est privé, donc qui utilise des formations qui vend à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est pas quelque chose qui est reconnu, à moins qu'il donne des formations qui sont reconnues par compétence VE, donc parmi la certification du CPCPA.
Donc, ça, c'est la première chose. Il y en existe d'autres nécessairement. Moi, je suis chez NAPA, donc nous, on a les certifications et en collaboration avec la compétence VE. Donc, je suis à l'origine de ça. Donc, c'est un peu un no-brainer de travailler contre justement cette façon-là de faire. Donc, il y a juste une certification au Québec. Donc, et aussi dans le restant du Canada, NAPA a acheté sous licence la certification compétence VE. Et on donne dans le restant du Canada la même formation. La seule différence, c'est que la certification est hands-on. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, M. Vaillancourt. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Chevrolet a annoncé en avril dernier qu'elle mettrait fin à la production de la Bolt après 2023. Mais le constructeur automobile confirme maintenant la deuxième génération du véhicule électrique. Il y aura une Chevrolet Bolt EV de deuxième génération, a confirmé Mary Barra, PDG de General Motors, lors d'une conférence téléphonique. Plus tôt cette année, General Motors avait annoncé la fin de la production de la Bolt alors qu'elle préparait une usine pour une transition vers l'assemblage des camionnettes électriques. Mais la Bolt n'est pas morte et elle sera améliorée, a confirmé Barra, révélant que la Bolt deuxième génération utilisera la nouvelle technologie de batterie Ultium de GM. Le programme de récupération des batteries de véhicules électriques garantira que les batteries de véhicules électriques non collectées par la récupération des équipements ne seront pas jetées au vidange. C'est un nouveau programme de récupération des batteries de véhicules électriques financé par l'industrie qui est officiellement en vigueur au Québec. Lancé le mois dernier, le programme de récupération des batteries de véhicules électriques est un effort conjoint des membres de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et des constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, ainsi que du gouvernement du Québec pour récupérer les batteries des véhicules électriques qui ont atteint leur fin de vie. Il s'agit d'une primeur en Amérique du Nord, indique le communiqué de presse. Selon David Adams, président de Global Automakers of Canada, le programme a été développé par l'industrie comme une alternative à une proposition du Québec en 2021 visant à placer les batteries de véhicules électriques sous le programme de responsabilité élargie des producteurs existants de la province. En plus de vieillir et de ne pas dilapider les batteries de véhicules électriques toujours admissibles, le programme vise également à soutenir le développement d'une économie circulaire pour les batteries de véhicules électriques. Ce faisant, il vise à atténuer les risques pour la santé et l'environnement tout en favorisant la réutilisation et le recyclage des batteries. Ford abaisse la production de ses véhicules électriques pour 2023 et confirme que les prix des véhicules sont l'une des raisons de ce ralentissement. Maintenant, le constructeur automobile s'attend à fabriquer 600 000 véhicules électriques en 2024, a déclaré lundi le PDG, M. Jim Farley, lors d'une entrevue dans le cadre d'un rapport trimestriel. Ford avait prédit en 2021, date à laquelle il a doublé ses objectifs de véhicules électriques, qu'il atteindrait cet objectif d'ici la fin de l'année. À l'époque, Ford avait déclaré qu'elle visait de devenir rapidement le deuxième plus grand producteur de véhicules électriques au monde. Farley ne tient plus le même langage, mais il a déclaré que Ford veut maintenir une certaine flexibilité en équilibrant la croissance et la rentabilité avec l'objectif d'atteindre un taux de production de 2 millions de véhicules électriques dans l'année à venir.
Le conseil municipal de Westminster, en Angleterre, et la Société française de gestion des eaux et des déchets Veolia ont annoncé le déploiement au cours des prochaines semaines de 45 nouveaux camions électriques de collecte d'ordures, ce qui représente un investissement de 20 millions de livres sterling, soit 34 millions canadiens. Le projet prévoit le remplacement de éventuel de l'ensemble de la flotte existante des 80 camions et selon des estimations, chaque véhicule électrique réduira de 89 % le CO2 par rapport à un camion équivalent à diesel. Les véhicules sont construits par la compagnie Dennis Eagle à Warwick. Ils seront rechargés dans les nouveaux dépôts de Landman Way, pouvant accueillir simultanément 54 camions. Une installation adjacente de récupération d'énergie, South East London, Combine Heat et Power, fournira au dépôt 3,3 gigawattheures d'électricité annuellement. L'installation traite les déchets résiduels, y compris ceux collectés dans les résidences et les entreprises de Westminster, pour produire 265 gigawattheures d'électricité par an. Le fabricant californien de véhicules Fisker a commencé à prendre les réservations pour le pick-up tout électrique Alaska et le cabriolet Ronin, présenté récemment lors de l'événement Product Vision Day 2023 de la société. Le fabricant de VUS Ocean EV affirme que le Ronin est le tout premier cabriolet à 4 portes doté d'une demi-portière arrière comme le Mazda RX-8, d'un toit rigide en fibre de carbone et de volets aérodynamiques actifs. Prévu pour entrer en production limitée vers la fin 2025 avec une batterie cellule-châssis, une configuration trimoteur et une puissance de plus de 1000 chevaux, le Ronin construit à la main peut maintenant être réservé pour 2000 $ américains sur le site de la société. General Motors a annoncé qu'elle rendrait disponible la capacité de recharge bidirectionnelle de véhicules à domicile, le V2H pour Vehicle to Home, sur tous les véhicules électriques utilisant son système d'alimentation Ultium d'ici l'année 2026, permettant à davantage de véhicules électriques de servir de source d'alimentation de secours pour les domiciles. La fonctionnalité V2H sera déployée sur les Chevrolet Silverado EV RST 2024, suivi du GMC Sierra EV Denali Edition 2024 et sur le Chevrolet Blazer EV 2024, ainsi que le Chevrolet Equinox EV 2024, le Cadillac Lyriq 2024 et le Cadillac Escalade IQ. GM a présenté son système V2H en créant une nouvelle entreprise, GM Energy, en octobre dernier et a fourni plus de détails sur la marque Ultium Home plus tôt cette année. L'ensemble initial Ultium Home V2H comprend le chargeur domestique AC, surnommé le PowerShift, qui permet aux véhicules électriques de décharger l'énergie de leur batterie, ainsi que d'un kit d'activation qui s'ajoute à un onduleur de batterie de type Dark Start. Sur une note plus légère, un conducteur de Volkswagen ID4 a établi un nouveau record du monde, Guinness, pour le moins d'arrêts de recharge avec une voiture électrique en traversant le Canada. Rainer Zietlow, accompagné du caméraman Elric Prop, a commencé le voyage à Saint John, Terre-Neuve, le 25 juillet et a terminé à Victoria, en Colombie-Britannique, le 1er août. La Volkswagen ID4 avait une autonomie de 400 km approximativement avec une batterie de 77 kWh. Ils ont parcouru 7133 km en 7 jours et n'ont fait que 18 arrêts de recharge au cours de la route. Il s'agit du plus petit nombre de recharges effectuées d'un océan à l'autre. Zietlow est le fondateur de Challenge GmbH, une agence basée en Allemagne qui se spécialise dans la planification et l'exécution de circuits internationaux de longue distance visant souvent à battre des records. Cet exploit marque le 6e record du monde Guinness de Zietlow. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. De retour avec une palpitante chronique pour les néophytes. Par où commencer? Avec notre collègue et ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Écoute Sébastien, on va faire un aveu. On avait préparé une super belle chronique sur les rabais, les subventions gouvernementales qu'on a tout enregistré le jeudi avant le Salon du véhicule électrique de Montréal. Puis le vendredi matin, le ministre est arrivé et a fait des annonces de changement dans le programme. Donc, ta chronique a été enregistrée, a eu une durée de vie d'à peu près 12 heures. On a dû la détruire et la recommencer pour donner l'information juste, parce qu'à silence on roule, l'information est juste. Donc, nous revoilà avec une chronique sur les subventions gouvernementales. Donc, on y va
d'entrée de jeu, quand on veut s'acheter une voiture, il y a plein de subventions qui sont disponibles pour nous. Il faut bien les connaître. Donc, par où on commence? Bien là, il faut savoir que ce que je vais mentionner aujourd'hui, tout comme l'autre fois qu'on l'a perdu nos données, mais par contre, c'est que ça peut changer à tout moment. Il n'y a pas des annonces à tous les 2 mois, mais il faut quand même être conscient que si on écoute cette chronique-là dans 1 an, peut-être qu'il y aura des changements. Donc, le moment de l'enregistrement, on est en fin mai 2023. La chronique va être diffusée probablement au mois d'août 2023. Donc, prenez le temps de vous assurer qu'il n'y a pas eu de changement, mais grosso modo, là, on devrait être bullseye. Exact. Donc, quelques petits détails à savoir avant de rentrer dans tous les chiffres. Là. Chose que je vois souvent passer sur les forums de discussion, c'est on va bénéficier de subventions. Est-ce qu'au niveau du rapport d'impôt qu'on va avoir à faire, est-ce qu'il va avoir un impact? Juste vous mentionner que pour un particulier, il n'y a pas rien à mentionner au niveau. Vous allez recevoir quand même un relevé. Oui, ce qui inquiète les gens, on reçoit un document et faut-tu que je le mette sur mon rapport d'impôt? Ce n'est pas imposable pour les particuliers, ce l'est pour les entreprises. Exactement. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les subventions vont être applicables en fonction de la date d'immatriculation du véhicule et non la date d'achat ou de la commande. Donc, pour déterminer le montant octroyé. Donc, si, mettons, on diminue un certain montant au niveau du gouvernement, ça va être vraiment la date d'immatriculation du véhicule. Même si vous l'avez commandé avant, mettons qu'il coupe les subventions de la moitié, là, on ne le souhaite pas, là, mais mettons que ça arrive. Puis vous dites, moi, je suis correct, j'ai déjà commandé mon auto. Non, c'est pas la date de la commande, c'est la date de l'immatriculation. À moins que le gouvernement donne une période de grâce, mais généralement. Donc, effectivement, c'était très, très bon de le mentionner. Alors, parle-nous de ces subventions-là, mon ami. Oui, ça, on commence par la subvention fédérale, l'achat ou la location de véhicules électriques neufs. Donc, on va avoir un montant de 5 000 $ si l'autonomie électrique est de 50 km ou plus. C'est le cas pour la plupart des tout électriques, en tout cas. Hein? Exactement, tous les 100% électriques et quelques-uns de nos des rechargeables, hybrides rechargeables. Donc, 2 500 $ si l'autonomie électrique est inférieure à 50 km. Au niveau de comment ça s'applique, les conditions, c'est qu'un véhicule de passager régulier, c'est un PDSF, là, le prix du manufacturier. Là. Le prix de détail suggéré par le fabricant. Exactement. Donc, de 55 000 $ et moins pour le modèle de base ou jusqu'à 65 000 $ pour les versions plus coûteuses. OK. Ça veut dire, le modèle que je regarde, de véhicule que je veux acheter, il est en bas de 55 000 $. Le modèle de base, il est à 53 000, on va dire. Mais moi, je veux le modèle avec les sièges en cuir, la radio haute fidélité, puis le toit ouvrant, puis ça monte à 62 000. Je suis encore subventionnable parce que le modèle de base du véhicule, même si ce n'est pas lui que j'achète, est à 55 000 $ et moins. Exactement. C'est bien ça. Oui. OK. Ensuite, le montant est un petit peu plus élevé. Ça, c'est quand même une nouveauté dans les dernières années. C'est que si vous prenez une familiale, une camionnette, un sport utilitaire, fourgon ou un véhicule spécialisé, le PDSF maintenant est de 60 000. OK, ils font une catégorie à part. Oui. Donc, mettons qu'il y avait un Dodge Caravan électrique, ben c'est 60 000 le PDF et non pas 55 000 parce que c'est une camionnette ou une familiale. Okay. Exact. Ça, c'est vraiment une grosse opportunité parce que justement, là, c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'on voit une variété de véhicules différents apparaître sur le marché. Tout à fait. Donc, on peut aller dans le même principe que l'autre catégorie. On peut aller jusqu'à 70 000 $. Excellent. Ça, c'est au fédéral, donc ça fait... Puis, il n'y a pas au fédéral, il n'y a pas de subvention pour l'usager, je crois. C'est ça. Non. OK. Si on va au provincial maintenant? Au provincial, pour un véhicule neuf, attachez votre truc. Il y a beaucoup de détails. Donc, les véhicules entièrement électriques, le PDSF qu'on a parlé un peu plus tôt doit être inférieur à 60 000 $. Vous allez obtenir un rabais de 7 000 $. OK. Donc, une voiture à 55 000 $, je suis en bas de 60 000 $, donc j'ai le droit aux 7 000 $ de rabais du provincial. Est-ce que j'ai aussi le même principe pour les... j'ai une version à 55 000 $, mais moi, je prends les sièges en cuir et des options qui me montent ça à 62 000 $. Je veux-tu être encore subventionnable? C'est encore le cas. C'est le cas. Mais il ne faut pas que le nom du véhicule change. Donc, on pourrait mettre 3 packs d'options sur un certain modèle. Il va être encore éligible aux subventions. Okay. Si le modèle s'appelle Long Range ou Premium ou quelque chose comme ça, ça pourrait changer son autorisation à rentrer dans le PDSF. OK. Il considère comme si le nom a changé, il considère comme si c'était une autre voiture, puis
OK, donc les manufacturiers ont tout intérêt à être astucieux dans leur façon de nommer les véhicules pour les rendre éligibles. Oui, puis il y en a beaucoup qui ont joué d'astuces, justement. Mais pour être sûr, là, sur le site du programme Rouler vert, là, allez voir, vous allez avoir la liste des véhicules qui sont éligibles. Oui, Rouler vert, on va mettre le lien dans les références du podcast pour ceux qui s'intéressent, mais sur Google, vous tapez programme Rouler vert, vous allez trouver ça, c'est sûr. Donc, un véhicule entièrement électrique, si le PDSF est inférieur à 60 000 $, on a le droit aux 7 000 $ de subvention du gouvernement. Ensuite, pour les hybrides rechargeables, c'est comment? C'est un PDSF aussi de 60 000 $, mais avec le rabais qui va être variable selon la capacité de la batterie. Il y a plus de détails sur le site web. Donc, ça va aller de 300 $, de 2 500 $ ou de 5 000 $. OK. Donc, contrairement au fédéral, on ne peut pas avoir la pleine subvention si jamais c'est de l'hybride rechargeable, même si notre batterie est grosse. Il va être variable, effectivement. OK. Excellent. Et ça, c'est pour du véhicule neuf. Si je ne m'abuse, on a également des subventions pour les véhicules usagés au Québec. Oui, effectivement, on a une subvention de 3 500 $. C'est sûr que le véhicule ne doit pas déjà avoir été subventionné neuf dans la province du Québec. Donc, moi, je l'achète neuf, j'ai ma subvention de 7 000 du gouvernement puis de 5 000 du fédéral, mettons. Puis au bout d'1 an et demi, je décide de te le vendre. Ben toi, tu ne pourras pas avoir une subvention pour véhicule usagé parce que ce véhicule-là a déjà été subventionné comme véhicule neuf. Exact. Donc, ça force presque que ce soit des véhicules qui ne viennent pas du Québec. Effectivement, Ontario, d'autres provinces canadiennes ou des États-Unis. Et il y a beaucoup de critères par rapport aux années, par rapport à s'assurer que la garantie du manufacturier canadien soit active. Puis tout ça, il y a plein de critères. Donc, c'est complexe, la subvention pour les véhicules usagés. Donc, c'est pas parce j'achète un véhicule électrique usagé que je vais nécessairement avoir une subvention. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Oui. À part ça. Vous allez avoir des subventions pour l'achat d'une borne de recharge domestique. Donc, c'est un montant de 600 $. Donc, c'est un remboursement qui va se faire là, suite à l'achat, la facture de l'achat et la pose là, de la borne. C'est vraiment comme la borne qui est la facture officielle. Mais ensuite aussi, il faut que vous ayez le véhicule, il faut que ça soit attaché à un numéro de série. Donc, ça, c'est si tu achètes une borne, donc tu as ta facture, puis tout ça, tu envoies ça au gouvernement avec une belle photo de la borne installée que tu as fait installer par un électricien reconnu, puis bingo. Mais mettons que tu n'achètes pas de borne, on te la donne. Ton beau-frère t'en donne une ou le concessionnaire a une promotion puis te donne une borne. Est-ce que tu as la subvention? Non, tu ne pourras pas avoir la subvention. Fait que la subvention, c'est vraiment ça prend une preuve d'achat puis d'installation de la borne pour y avoir droit. Parfait. Il y a d'autres subventions qui existent, entre autres en multilogement, par exemple? Oui, effectivement. C'est sûr que le multilogement, moi, je conseille vraiment d'aller compléter mon information sur le site web parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans le programme. Mais au niveau de l'acquisition et installation pour un multilogement vous seriez propriétaire, il y a différents critères. Donc, c'est soit 50 % des dépenses admissibles, ou 5 000 $ par borne de recharge, ou 5 000 $ par connecteur pour les bornes là, que vous pourrez brancher là, dans une prise NEMA 1450, exemple. OK, excellent. Finalement, il y a également des subventions pour des bornes au travail. Tu as une petite business, tu as un dépanneur, tu as un restaurant, peu importe, un commerce, puis tu décides de faire installer des bornes. Il y a une subvention pour ça aussi? Oui, il y a une subvention pour ça aussi. Puis justement, je n'ai pas voulu trop élaborer ici aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de critères par rapport au montant maximal, dépendant si, avec des règles de tant de pourcentage qui est payé sur l'installation ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment avantageux, par exemple, pour un commerce qui voudrait installer. Il faut vraiment prendre la peine d'aller lire la documentation. Excellent. Ben, écoute, en terminant, mon cher ami, il y a également un autre palier de subvention qui existe, qui est les subventions municipales. Je sais qu'il y a des villes qui offrent des subventions. Dis-moi comment ça fonctionne. Premièrement, est-ce que toutes ces subventions-là dont on parle depuis le début s'accumulent les unes par-dessus les autres ou si tu en prends une, tu n'as plus le droit aux autres? Puis pour les villes, je fais quoi pour savoir si ma ville a une subvention pour les bornes? Oui, effectivement, ça s'accumule. Pour répondre à ta question de s'accumuler, j'ai moi-même eu le 600 $ du gouvernement et un 350 $ de ma ville, donc un total de 950. Donc, c'est vraiment super pour aider aux dépenses. Donc, pour savoir les municipalités qui sont éligibles, on a de la misère à suivre sur le site de l'AVEQ, par exemple. Donc, vérifiez avec votre municipalité. Souvent, la municipalité va l'offrir en début d'année, mais si les budgets s'épuisent, ils pourraient arrêter en cours d'année.
Donc, les montants vont varier entre 100 et 300 $, soit par un montant fixe ou par rapport à un pourcentage du total de la facture, mais la moyenne est autour de 150 $ que vous allez avoir. OK. Et sur le site web de l'AVEC, il y a, dans les guides, là, c'est la section toutes les subventions, je pense, puis il y a une liste là, des villes, là, mais ça bouge beaucoup parce que souvent les villes vont avoir la subvention, mais c'est bon pour les 200 premiers citoyens qui vont en faire la demande. Après ça, la subvention est épuisée. Donc, une journée, c'est bon. L'autre journée, ça ne l'est plus. Il faut prendre le temps de valider avec notre ville avant d'être certain. Ben, je pense que ça fait une belle rétrospective, mon cher Sébastien. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, puis on se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique. Excellent. Merci, Martin. Merci. À la prochaine. Bye. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Depuis quelques années, c'est indéniable. Les voitures coréennes en mettent plein la vue aux électromobilistes, que ce soit Hyundai, Kia. Et justement, aujourd'hui, on va parler de Hyundai en particulier, qui a vraiment frappé un coup de circuit il y a quelques temps, ou il y a peut-être un an et demi à peu près, avec la Hyundai Ioniq 5, qui a vraiment, qui était le premier véhicule grand public accessible, du moins monétairement parlant, sur une plateforme à 800 volts. Par la suite, il y a la Kia V6 qui est arrivée, puis tout ça. Et puis là, plus dernièrement, on a vu sur le marché la Ioniq 6 qui est apparue, un nouveau véhicule de Hyundai fort intéressant, dont les livraisons ont commencé, mais on peut pas dire qu'il y en a encore des tonnes qui circulent sur les routes. Puis on est chanceux, on a plein de monde avec nous qui en ont une ou qui en ont conduit une. On va faire un petit tour de table rapide pour vous présenter. Le premier, Yann Purtel. Bonjour, Yann. Bonjour. Est-ce que c'est ta première voiture, la Ioniq 6? C'est ma première voiture. Électrique, j'entends? Électrique, oui, absolument. Oui, ta première. Oui. Bon. Garde tes... tu vois, je te reviens, ça sera pas long pour tes commentaires par rapport à la voiture. On a aussi avec nous Denis Dragon. Bonjour, Denis. Bonjour. Une première électrique pour toi, Denis, ou non? Non, pas du tout. En fait, en 2019, on a fait le saut, ma conjointe et moi, on a acheté une Kona électrique et puis une Honda Clarity. Et puis récemment, en 2022-2023, on a changé pour la Ioniq 5 et la Ioniq 6. Oh, donc on aime beaucoup Hyundai dans la famille Dragon. Très satisfait. C'est parfait, ça. On a également Cédric Lacombe. Bonjour, Cédric. Allô? Et toi, la Ioniq 6, est-ce que c'est ta première voiture électrique? Oui, première voiture électrique pour moi aussi. Excellent. Et on a finalement Alfred Chaloup. Bonjour, Alfred. Salut, Martin. Et toi, de ton côté? Première voiture électrique? La deuxième, quelle était la première? La deuxième. Comme Denis, Kona 2020. D'accord. Donc, un autre amateur de Hyundai. Parfait. Puis, on a également avec nous le chroniqueur que vous connaissez bien, Stéphane Levert, qui est avec nous parce qu'il a lui aussi fait l'essai de ce véhicule-là dernièrement. Bonjour, Stéphane. Salut, Martin. Salut, les gars. Je te demanderai pas si c'est ta première voiture électrique que tu conduis. Toi, absolument pas. Ça en a fait une, puis un autre. Écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'évidemment, on est beaucoup, puis je veux vous entendre là-dessus. Quand on pense à la Ioniq 6, le réflexe facile est de se dire c'est à peu près la même chose que la Ioniq 5. C'est une version plus récente de la Ioniq 5. En fait, du côté design, du côté look, c'est une voiture qui est complètement différente. J'aimerais qu'on parle un peu de cet aspect-là, puis me dire pourquoi, puis il y en a parmi vous qui avait eu, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu une Ioniq 5. Pourquoi la Ioniq 6 plutôt que la Ioniq 5? Qu'est-ce qui fait que votre cœur a penché pour la Ioniq 6? Je vais y aller avec toi, Yann, pour commencer.
J'avoue que l'image de l'auto me rappelait beaucoup mon ancien véhicule. J'avais une CLA 250 avant, même forme un peu. Puis j'aime beaucoup la ligne très, je vais dire, très sport et en même temps très recherché. Tu sais, il y a un mix des deux. Il y a une signature que j'aimais beaucoup de ce côté-là. Donc pour moi, ça m'a vraiment tiré au-delà de tout le reste. Là, mais l'aspect physique de l'auto, c'est vraiment comment je pourrais expliquer ça? Cette fusion-là entre les deux. Là. OK. Et toi, Alfred, pourquoi on va passer d'un Kona à la Ioniq 6? Ben, écoute, c'est très simple. Ça fait 30 ans que je conduis des SUV ou des vans. Fait que le look m'a interpellé. Puis je me suis dit, la journée que je vais prendre ma retraite, je vais m'acheter une Porsche. Fait que j'ai pas les moyens de m'acheter une Porsche, mais l'arrière de la Ioniq 6 ressemble beaucoup à une Porsche. Fait que j'ai eu qu'est-ce que je voulais. On comprend qu'on a eu la retraite et l'arrière. C'est ça. C'est intéressant. Denis, toi, de ton côté? Ben, en fait, la Ioniq 6, c'est la voiture de mon épouse. Moi, j'ai la Ioniq 5. Fait que, quand j'ai commencé à la conduire, parce qu'on se passe chacun notre véhicule, on n'est pas regardant là-dessus. Fait que j'étais pas perdu, évidemment. C'est similaire à plusieurs points avec la Ioniq 5. Mais évidemment, la conduite n'est pas pareille. Là. C'est une conduite plus sportive, on est assis plus bas. J'aime bien les deux. Là. Chacune des deux voitures apporte quelque chose d'agréable. Là. C'est ça. Fait que c'est quelque chose que je connaissais déjà un peu, là, comme architecture et tout, là, au niveau de style. OK. Cédric, toi, de ton côté? Ben moi, je vais pas mentir pour dire que c'est absolument elle que je voulais. C'était plus une question de disponibilité parce que quand je voulais changer mon véhicule en 2022, j'ai fait un dépôt pour la Ioniq 5 en février pour la Ultimate. Puis, tu sais, il y en a qui attendent encore après aujourd'hui. Fait que je me suis dit, bon, ben quand elle est sortie, quand j'ai entendu parler de la Ioniq 6 en juillet, j'ai tout de suite fait un dépôt au mois de juillet, puis elle m'intéressait beaucoup, puis j'ai dit je vais prendre la première des deux qui arrive en version Ultimate, puis c'est la 6 qui est arrivée en premier, puis je suis vraiment content en fait parce que j'ai pas vraiment besoin d'un autre SUV, ma blonde en a un, fait que je suis vraiment content avec le look, puis c'est une belle voiture. Je te pose une question piège tout de suite. Ouais. Si les deux voitures avaient été disponibles le même jour, donc ton concessionnaire t'appelle, il y a la 5, la 6 dans le showroom, puis dit les deux sont disponibles pour toi, laquelle tu prends? Laquelle tu prendrais maintenant? Je pense que je prendrais encore la 6, c'est justement à cause que j'ai pas vraiment besoin d'un autre VUS. Puis, le look, il est vraiment unique, il est différent. Fait que je pense que peut-être que dans un an, il va en avoir plein puis on va être tanné, mais pour l'instant, ça fait tourner les têtes puis je suis vraiment content. Ben justement, là qu'on va en parler un peu, on aime ou on n'aime pas, c'est-à-dire que l'arrière de ce véhicule-là est particulier, peut rappeler même des véhicules qui ont quelques années en termes de design. Là. Donc, peut-être certains disent qu'il y a même un derrière un peu rétro dans l'arrière de la voiture. Stéphane, toi, tu en as essayé plusieurs, tu en as regardé plusieurs. Parle-nous donc de ton appréciation du look de cette voiture-là. Oui, bien, les gars, ils l'ont dit, dans le fond. C'est très unique dans le domaine dans le marché des véhicules électriques. Je trouve que Hyundai, ils ont bien fait de oser de présenter quelque chose de complètement différent. Tu sais, vous parlez Ioniq 5, les comparables, mais tu sais, des modèles sur le marché avec des haillons, il y en a vraiment beaucoup. L'offre est vraiment grande. Tandis que dans les berlines, il y en a moins dans le marché, dans l'industrie automobile de nos jours. Et puis, je trouve que Hyundai ont été très avant-gardistes de présenter quelque chose qui ressemble à rien de ce qui est sur le marché actuellement. Donc, j'ai trouvé que Hyundai ont fait vraiment un bon coup de présenter quelque chose qui se démarque vraiment du lot. Je trouve que c'est très réussi. Tu sais, parfois, Hyundai, dans les véhicules à essence, je trouve qu'ils mettent des angles un petit peu partout sur l'auto. Je trouve que pour la Ioniq 6, ils ont vraiment pleinement assumé le look mélange rétro-futuriste. Puis ça donne vraiment un bon résultat, je trouve. Puis pour la conduite, tu l'as eu en essai donc pendant un certain temps. Tu as essayé beaucoup de voitures. Parle-nous donc de comment tu as trouvé la conduite de ce véhicule-là. Si tu le compares avec la Ioniq 5, par exemple. Oui, exactement. Donc, ça l'a été abordé tantôt. Là. En termes de position de conduite, c'est effectivement un petit peu plus bas. C'est vraiment une berline, dans le fond. Mais en termes de conduite, c'est un petit peu plus nerveux si on prend la cousine de Ioniq 5, par exemple.
Mais l'empattement est très long. Tu sais, la plateforme GMP de Hyundai fait en sorte que l'empattement est très long et l'espace intérieur dans la cabine, j'ai trouvé que c'était extrêmement spacieux pour les gens qui occupent l'habitacle. Il y a l'arc de toit en arrière qui vient couper un petit peu plus que la Ioniq 5, évidemment. Donc, les grandes personnes qui prennent place à bord en arrière peuvent avoir un enjeu au niveau de l'espace pour la tête. Mais en termes d'espace pour les jambes, c'est un vrai salon, là. T'en as parlé, toi, Yann, tantôt de l'espace. On en parlait là, un peu de l'espace dans le véhicule, puis du fait que c'est spacieux. C'est quand même surprenant parce que pour quelqu'un qui ne l'a pas conduit, on pourrait avoir l'impression que si on compare les deux, parce que depuis tantôt on le fait, le Ioniq 5, ou je le fais, la Ioniq 5, Ioniq 6. La Ioniq 5, c'est la voiture, tu sais, le SUV, voiture un peu plus gros, alors que surprenamment, dans la Ioniq 6, il y a vraiment beaucoup de place, là. Il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Moi, j'ai un jeune garçon, puis j'ai même un couple d'amis la semaine passée qui était en arrière, puis mon amie fille avait les jambes croisées comme si on était dans son salon, là, puis elle touchait même pas au banc en avant, là. Alors, il y a vraiment beaucoup d'espace, en plus d'être confortable. C'est pas juste beau là, et grand, c'est très confortable. Quand on achète une voiture électrique, évidemment, il y a un certain nombre de trucs, je dirais, qui sont comme des critères là, qu'à peu près tout le monde pose comme question, ou en tout cas, on est préoccupé par les caractéristiques du véhicule par rapport à ces aspects-là. Si on parle de tout ce qui touche l'aspect de recharge du véhicule, parce que c'est un véhicule qui est sur la plateforme EGMP, comme tu as dit, donc une plateforme à 800 volts, donc qui permet de recharger le véhicule avec des performances quand même assez exceptionnelles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'avez, comme on dit en québécois, vous l'avez testé, vous l'avez raidé un peu sur une borne relativement puissante? Je vois M. Chaloux qui fait aller la tête, là. Il y a eu un test qui a été fait? Il y a plusieurs tests qui ont été faits. Je fais souvent Gatineau, Québec, pour aller voir mes enfants, puis aller-retour. Puis je l'ai testé sur la borne de Electrify Canada, le 350 kW. Puis je te dis, j'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes. Puis c'était en dedans de 18 minutes. Je partais à peu près de 30% à 80%. Puis j'ai été très surpris. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé à des puissances qui ont atteint des belles puissances de recharge? En fait, moi, pas sur la Ioniq 6 parce qu'on vient de l'avoir il n'y a pas longtemps, ça fait à peine un mois. Et sur la Ioniq 5, qui a la même structure, la même architecture, là, 800 volts, là, sur une borne de 350 kW à Laval, là, du circuit électrique. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de l'essayer, puis on approche, ben pas on approche, on atteint le 240 kW là, sur une bonne durée de temps. Donc, c'est effectivement, comme Alfred dit, là, c'est impressionnant. Puis, on entend souvent parler que les gens ils attendent des véhicules, vont avoir 800 ou 1000 km avant d'en acheter un. Puis, pour ma part, je trouve que le 400, 450 qu'on atteint de ces véhicules-là, avec une vitesse de recharge ultra rapide comme ça, là, c'est l'idéal. Dans mon cas, là, je trouve que c'est une belle chose là, de pouvoir recharger aussi vite que ça, là. Même que des fois, c'était peut-être un peu trop vite, mais bon, t'en plaindras pas. Ouais, c'est ça. Il y en a qui n'aimeront pas ça entendre ça. Écoute, je vais poser une question à Cédric. C'est à lui que je pose toutes les questions pièges. La Ioniq 5, il y a eu un gros débat à propos de l'absence du wiper, hein, le fameux essuie-glace manquant dans la vitre arrière. Qu'en est-il de ce véhicule-là? Est-ce qu'il y a un essuie-glace en arrière ou non? Non, puis vu que j'imagine que la shape de l'auto fait en sorte que moi, j'ai pas eu de problème avec ça à date. Peut-être que Denis, que les deux pourraient plus voir la différence, mais moi, ça me manque pas. Là. J'ai déjà eu un Honda Civic, c'est un peu la même. C'est toutes les berlines comme ça, ils n'ont pas de wiper, puis ça fait la job pareil. Tout à fait. Denis, toi, tu fais partie de ceux qui veulent arracher la tête des ingénieurs de Hyundai, ou au contraire, tu fais partie de ceux qui disent j'ai pas vraiment de problème? Non, la Ioniq 6, évidemment, aucun problème. Mais pour la 5, là, non, j'ai pas eu... je l'ai depuis mai 2022, ça fait 1 an. J'ai fait le tour de la Gaspésie, une bonne partie sous la pluie. C'est sûr que c'est pas extrêmement clair derrière, mais suffisamment pour être capable de voir les phares, les formes de véhicules, là. Puis avec les miroirs latéraux, là, ça va très bien. Fait que non, c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Okay. Fait que c'est pas un problème pour moi.
Stéphane, j'aimerais qu'on parle de tout ce qui est technologie embarquée dans ce véhicule-là. On sait que les véhicules électriques sont souvent des véhicules qui sont bien garnis au niveau des accessoires électroniques, puis des gadgets, puis des écrans, puis des fonctionnalités. Ça s'y prête bien, c'est électrique. Qu'en est-il de la Ioniq 6 au niveau de la technologie qui est disponible dans le véhicule? Bien, technologie dans le véhicule, évidemment, Android Auto, Apple CarPlay, c'est présent. Je dirais malheureusement qu'on doit utiliser un fil encore. Selon moi, on devrait pouvoir offrir ces deux technologies-là sans fil. Puis, si je ne me trompe pas, il y a un chargeur à induction dedans, donc on dépose le téléphone pour le charger, mais on ne peut pas le brancher sur l'interface. Évidemment, tout le monde de nos jours, j'ai l'impression, utilise ces technologies-là, qu'on ait un appareil Apple ou qu'on ait un appareil Android, même au niveau de la navigation. Toutes nos applications préférées sont dans nos téléphones. Donc, évidemment, que ce soit écoute de la musique ou navigation, selon moi, pour moi, c'est un no-brainer que ça soit un lien entre le conducteur puis la voiture. Pour moi, c'est toujours l'interface qui va être privilégiée par les gens. Donc, il y a cet élément-là qui, selon moi, qui est une chose à améliorer. En termes, après ça, de technologie, en termes de recharge, comme tu l'as dit, 800 volts, c'est super apprécié que Hyundai soit arrivé avec cette technologie-là accessible au grand public là, par la masse. Autre que ça, l'application, ça a été vraiment bien parce que Hyundai Canada m'a donné accès à essayer l'application. Donc, ce qui est rare, hein? Oui, ils nous prêtent des autos, mais rarement des accès aux applications. C'est vraiment cool, là, la relation qu'on a avec Hyundai Canada. Fred Mercier qui est arrivé dernièrement, là, qui est arrivé chez Hyundai, qui est un représentant même qui s'occupe même du Québec seulement. Fait que ça, c'est vraiment bien que Hyundai prête attention et vraiment soit à l'écoute du marché québécois dans le Canada au grand complet. Donc ça, c'est vraiment cool. Fait que j'ai été capable de jouer avec l'application. Et comment ça va? Parce que les applications, les fabricants automobiles, c'est pas leur spécialité d'habitude, hein? C'est assez moyen, mais je te dirais que Hyundai se débrouille très bien avec l'application BlueLink. Le seul enjeu, là, c'est les délais parfois, là, entre le moment que tu envoies une commande, mais je trouve que l'ergonomie de l'application, c'est quand même bien fait. OK. Tableau de bord, navigation embarquée, infodivertissement, on est avec le même style que ce qu'on retrouve dans la Ioniq 5, donc les écrans relativement larges sur le tableau de bord. Donc, c'est la même... On se reconnaît, là, si on vous assoit dans une Ioniq 6, les yeux bandés, puis qu'on enlève le bandeau, vous reconnaissez tout de suite que vous êtes dans une Hyundai. C'est la même chose? Oui, bien, Denis pourra le témoigner. Dans le fond, en termes d'écran, c'est les deux mêmes écrans qui sont positionnés, soit une devant le conducteur, puis une dans l'instrumentation centrale que le téléphone projette, par exemple. Donc, tout le système multimédia est là. Mais en termes de console centrale, c'est différent, par exemple. La Ioniq 5, pour ceux qui l'ont déjà conduite, il y a vraiment un grand espace vide, donc entre l'accoudroir puis tout ce qui est le tableau de bord. Avec la Ioniq 6, Hyundai ont mis vraiment une planche de bord, là, dans le fond, suite à l'accoudroir. Donc, pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé que c'était une meilleure utilisation de l'espace. OK. Une question pour vous, messieurs, qui avez le dit véhicule. Est-ce que Hyundai Canada donne une capacité de traction sur le véhicule? Donc, est-ce qu'on peut tirer une petite remorque ou quelque chose comme ça, ou ça fait partie encore des véhicules qui sont à 0 livre de traction selon le manufacturier? Écoute, je vais répondre. Je sais qu'en Europe, Hyundai pour la Ioniq 6, ils permettent de tirer. Puis ils vendent aussi, excuse mon anglais, là, mais le hitch en arrière. Au Canada, malheureusement, non. Puis j'ai de la misère à comprendre pourquoi, puisque c'est le même véhicule. La même situation est présente dans plein d'autres véhicules, hein? Exactement. C'est vraiment une tendance qu'on voit beaucoup là, dans les différences. Donc, comme Alfred disait très bien, là, en Europe, beaucoup de modèles, même la Tesla Model 3, par exemple, tu peux remorquer en Europe. C'est vraiment en termes de certification, je pense, là, que le marché nord-américain est beaucoup plus strict. Donc, beaucoup de manufacturiers décident de ne pas faire ces procédures-là pour faire certifier leur véhicule. Mais Alfred a tout à fait raison. Dans le fond, c'est exactement le même véhicule. Fait qu'en termes de capacité,
j'ai comme l'impression que la voiture est amplement capable. Et je suis certain qu'il y en a qui vont faire autre. Comme on le voit, Martin, tu le sais très bien, là, plein de modèles actuellement qui roulent. Les gens le font pareil, puis ils disent personne ne va rien dire. En fait, je pense que l'idée, c'est de ne pas exagérer. Là. C'est sûr que si on essaye de tirer raisonnablement quelque chose qui est démesuré en arrière, puis qu'on brise quelque chose, ben, le manufacturier va peut-être dire t'as mis, comme on disait, un hitch dessus, fait que tu as couru après le trouble, mais la plupart des gens veulent tirer là, une petite remorque ou quelque chose de relativement léger. Bien sûr, ça aura un impact au niveau de l'autonomie, mais la plupart des gens le font puis n'ont rien brisé encore, mais évidemment, on ne peut que vous recommander de suivre les directives du manufacturier, bien entendu. En terminant, messieurs, on va faire un petit tour de table rapide. Moi, je veux savoir deux choses. Là. Si c'était à refaire, est-ce que vous ressautez dans le bain de la Ioniq 6 sans hésitation? Ça, c'est ma première question que je vous pose. Puis je vais vous poser une deuxième question après ça, c'est-à-dire soit un point fort ou un point faible du véhicule. Donc, je vais commencer avec toi, Yann. Si c'était à refaire, est-ce que tu le refais? Puis donne-nous un point fort de ce véhicule-là. Je ressaute tout de suite sur l'occasion pour pouvoir la reprendre. Le point fort, je l'ai découvert lors de la journée de la livraison. Je ne savais pas que dans le modèle Ultimate, on pouvait enlever le 4 pattes pour avoir juste de la propulsion. Donc, pour avoir une économie de distance, encore une fois, je ne savais pas qu'il y avait cette option-là. Donc, tu peux aller plus loin parce que tu as juste deux roues. Exact. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais je ne le savais pas. Puis, j'aurais aimé le savoir. Puis, j'aurais choisi ce véhicule-là bien avant. Mais j'ai hésité entre le modèle intermédiaire et haut de gamme. Tu as choisi le bon sans savoir que je comprends. Exactement. C'est intéressant. Denis, si c'était à refaire, toi, est-ce que tu le refais? Puis, toi, donne-nous un point négatif du véhicule. Il ne peut pas être parfait quand même. Désolé. Ben, à mon avis, il n'y a aucun véhicule de parfait. Ça, c'est une phrase qui revient souvent quand on suit l'actualité. Mais pour ma part, le véhicule, qui est le véhicule de ma femme, je l'apprécie, oui. Sauf que moi, je préfère une conduite d'un SUV. Là. Tu m'as demandé de donner un point négatif. Je vais me forcer pour en trouver. Mettons que pour entrer dans le véhicule, là, c'est le fait que c'est un peu plus bas, ça m'est arrivé de me cogner à la tête, mais ça, c'est une question d'habitude. Là. Ne pas. Et puis, une petite chose qui m'agace un peu, moi, c'est le contrôle des fenêtres et des portes qui sont au centre et non pas dans la portière. Là. Ça, c'est d'autres choses que j'avais jamais eu avant. C'est moins intuitif. Des fois, tu veux débarrer les portes arrière, tu ouvres ta portière, tu cherches le bouton. Non, faut que tu te penches pour aller à l'intérieur déverrouiller. C'est la seule chose, là, à mon avis, là, qui... OK. Cédric, toi, de ton côté, est-ce que tu referais le même achat? Puis donne-nous un point positif. Oui, c'est sûr que je ferai le même achat sans hésiter. Même avec les taux d'intérêt en ce moment, je pense que ça vaut la peine. Puis mon point positif, je pense que vu que c'est mon premier véhicule électrique, c'est l'accélération. Pour vrai, c'est fou comment c'est une machine. Là, puis ça c'est suivi de près du fait que je me fais plus donner des coups de pied dans le dos par mes filles en arrière parce qu'il y a tellement plus de place que dans mon Santa Fe qu'il y avait avant. Mais c'est ça. Puis j'ai un point négatif pour vrai, c'est le système de navigation du véhicule. Un moment donné, j'essaie d'impressionner ma blonde, puis je dis naviguer aux Grande, puis il n'a rien compris. Là, c'est vraiment pas au pas que Android Auto ou Apple CarPlay. Okay. Mais sinon, non, je n'hésiterai pas. Alfred, à ton tour, le mot de la fin, est-ce qu'on referait le même choix? Et toi, donne-nous aussi un point positif du véhicule. Absolument, sans regret. Écoute, j'ai achalé mon directeur des ventes pendant 1 an et demi. Fait que c'est sûr que certains, je sauterais là-dedans. Le point fort, c'est l'efficacité et l'efficience. Je suis capable de faire avec le modèle all-wheel drive du 500 km en ville. Puis ça, c'est en le mettant en two-wheel drive. Le point faible, je te dirais, le support lombaire. Il est pas assez fort. Pas comme que j'avais dans la Kona où ce que tu gonfles puis que ça gonfle le dos. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu faible. OK, excellent. Ben, je pense que vous avez donné un bon aperçu. On va finaliser ça en te donnant le mot de la fin, mon cher Stéphane. Toi qui as essayé beaucoup de véhicules, je te dirais ton overview, ton image générale de ce véhicule-là dans l'ensemble des véhicules qui sont disponibles sur le marché actuellement. Pour moi, c'est
quelqu'un qui cherche de ne pas avoir un VUS ou une voiture à ion, donc une berline, là, c'est une des meilleures options qui se trouve sur le marché actuellement. J'ai aucune inquiétude à recommander la Ioniq 6 pour quelqu'un qui cherche ce type de véhicule-là. C'est Hyundai ont fait leur preuve dans le passé avec les véhicules électriques, font des véhicules extrêmement fiables, qui sont prêts pour le futur. Donc, on le dit souvent avec l'architecture 800 volts, des puissances de recharge qui sont, même à ce jour, presque inégalées, sont dans les meilleurs pour ce qui est des véhicules qui roulent actuellement. Donc, pour moi, quelqu'un qui se cherche une voiture électrique qui aime le format d'une berline, c'est un des choix que je vais recommander sans hésitation. Bien, messieurs, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon. Donc, Yann, Denis, Cédric, Alfred, Stéphane, merci à vous tous pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci à vous. Merci, Martin. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Monsieur Ingrand, avez-vous passé de belles vacances? Oui, elles sont juste terminées. Tu tombes vraiment bien ou mal, c'est selon. Mais ouais, non, j'ai passé de belles vacances. J'ai fait un peu de route. Je suis allé en Italie jusqu'au lac de Côme que je connaissais pas, qui est un endroit vraiment magnifique. Et sinon, je suis resté pas très loin de chez moi. Enfin voilà, je suis resté sur des chemins habituels. Mais non, c'était un bel été. Les avantages européens où lorsqu'on dit « je suis resté près de chez moi », on peut quand même avoir fait 4 ou 5 pays. Alors qu'ici, quand on reste près de chez soi, on voit pas grand-chose. À la rigueur, on va dans la province d'à côté. Oui, à la rigueur. Écoute, Cédric, il se passe beaucoup de choses de ton côté de l'Atlantique. La première chose qui nous a tous frappés pendant les vacances, j'imagine que les auditeurs ont probablement vu également passer cette dépêche où semblerait que par chez toi, la majorité, donc plus de 50% des gens qui ont acheté une voiture électrique regretteraient leur choix. Du moins, c'est comme ça qu'on l'a lu ou qu'on l'a perçu. Que se passe-t-il? Alors, je l'ai lu aussi, évidemment, c'est le résultat d'une étude. Ça se voit pas, mais je suis en train de faire plein de guillemets dans les airs. Qui évidemment donne des unes de journaux qui frappent un peu, tu vois, voiture électrique, 2 points, la moitié des acheteurs regrettent. C'est intéressant parce qu'évidemment, de manière purement empirique, ça ressemble pas au retour que toi et moi avons sur ces questions-là. Moi, je rencontre assez peu de gens qui me disent j'ai une électrique, ben vraiment c'est la dernière fois que je fais une bêtise pareille. Bon, on peut avoir des gens qui choisissent de pas y aller aujourd'hui ou qui regrettent certains paramètres de leur achat. J'ai un ami qui avait acheté en l'occurrence une Tesla Model 3, mais il y a quelques années déjà, et qui lui habitait au cœur de Paris. Il n'avait pas de moyen de recharge simple et il est revenu à une hybride rechargeable parce que c'était un peu le cauchemar. Mais bon,
Et enfin voilà, toujours est-il qu'il y a donc ce sondage qui a été réalisé par YouGov pour le compte d'une entreprise que je connais pas, qui est une start-up danoise qui s'appelle Monta, M-O-N-T-A, qui est en fait spécialiste dans la gestion des réseaux de bornes de recharge. Et c'est là qu'on commence à dérouler les chevaux qui va nous faire comprendre ce qui s'est passé. Et donc de fait, quand on ajoute les vraiment pas contents, enfin les vraiment déçus et les un peu déçus, ça ferait 54% de gens déçus. Alors c'est des résultats d'abord à disséquer, parce qu'évidemment, moi, au début, je n'en voyais que l'interprétation qui était faite sur les sites de certains confrères, où en gros, ils prenaient les 3 chiffres les plus importants, mais sans vraiment rentrer dans le détail. C'est une étude d'abord qui est pan-européenne, et quand on regarde un peu, ils disent oui, on a sondé 6000 personnes. Bon, alors ça veut dire que par exemple, ce résultat-là, qui lui est français, est sur la base de 618 personnes sondées, à qui on a posé une question spécifique. Il faut toujours remonter aux questions dans les sondages. Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un véhicule électrique ou d'un hybride rechargeable, je vais y revenir, vous ont-elles fait regretter l'achat, la location d'un VE ou d'un hybride rechargeable? Et oui, parce que d'abord, ils ont mis dans le même sac les véhicules électriques et les hybrides rechargeables, qui, je sais pas si on en conviendra ensemble, sont quand même pas du tout la même limonade. Enfin, les contraintes ne sont pas les mêmes, les possibilités non plus. Enfin, c'est presque 2 philosophies vraiment différentes de véhicules. Et donc les résultats, c'était oui, je regrette beaucoup, oui, je regrette en partie, enfin 19%, oui, je regrette en partie 35%. Bon, et ne c'est pas 10%. Le problème, c'est que ce qu'ils regrettent, c'est quoi? C'est la difficulté qu'il peut y avoir à charger. Alors l'interprétation que Monta fait du sondage, l'interprétation que Monta fait du sondage donne l'avantage à Monta, parce qu'évidemment, il faut plus développer les réseaux de bornes, il faut que les tarifs soient plus transparents, toutes choses sur lesquelles on peut être parfaitement d'accord, d'ailleurs. Et accessoirement, le sondage a été fait en français, puis a été traduit en anglais, puis a été retraduit en français. Bref, et surtout, quand on essaie de remonter le résultat de l'étude, enfin l'étude complète, elle n'est pas disponible encore. On ne l'aura que cet automne. Donc, bon, on peut se dire que on va pas s'affoler sur le résultat d'une étude qui, en plus, comme je le disais au début, contredit totalement les choses que de manière parfaitement empirique on entend quotidiennement auprès de possesseurs de véhicules électriques. Mais faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet, en fait, tout simplement. Oui, j'ai bien hâte d'être capable de creuser un peu plus pour comprendre dans les plus fins détails là, comment on a pu... Parce qu'évidemment, en plus, accessoirement, du coup, l'étude a été reprise partout. Là, par contre, ils ont fait un carton total. C'est certain que ce genre de nouvelles-là, ça, c'est la même situation qu'une voiture électrique qui s'enflamme. On en entend parler, alors que dans la même période, il y en a probablement 150 à essence qui ont brûlé, mais on n'en entend pas parler, tiens donc. Un autre point, donc, il y a eu des déclarations un peu particulières qui ont été faites dernièrement, entre autres chez Stellantis. Parle-nous donc de ça. Carlos Tavares. Carlos Tavares a toujours quelque chose à dire. Carlos Tavares, c'est le patron de Stellantis. Stellantis, c'est le grand groupe qui regroupe chez nous Citroën, Peugeot, mais aussi Fiat, Jeep, etc. Et il a donné une interview à un des grands quotidiens chez nous, Le Figaro. J'en ai sorti quelques citations. Alors, le problème de Carlos Tavares, c'est que c'est un garçon intelligent. Et que il sait qu'il a un problème de modèle économique et qu'il est d'ailleurs en train déjà d'agir là-dessus, c'est-à-dire sur la structure de son réseau de concessionnaires, sur plein de choses. Mais pour autant, ça lui plaît pas. Tu sais, c'est le dilemme de l'innovateur. Lui, il a plein de voitures qui se vendaient très bien. Il était numéro 2 du marché en France, etc. Là, avec l'agrégat de Fiat et Jeep et du reste, il avait de grands espoirs sur le monde entier. Mais évidemment, tout ça est contrarié par l'explosion de l'électrique. Et du coup, dans l'interview, il explique qu'en fait, ce changement vers l'électrique qu'il aurait imposé est d'une totale brutalité. Lui dit brutalité, c'est le mot qui convient pour décrire l'amplitude du changement qui nous est imposé dans un espace-temps très limité. Alors, cher Carlos, moi j'ai quand même le souvenir de la première voiture électrique que j'ai vraiment conduite, qui était une voiture que détenait mon employeur de l'époque. C'était à 15 ans et c'était une Peugeot. Non, pardon, c'était une Citroën. Enfin, peu importe, c'était une Citroën C0, donc elle existait aussi sous badge Peugeot. Donc c'est pas comme si on n'avait pas eu le temps de s'adapter à l'idée, au concept, au fait que l'avenir était plutôt dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'il a
pas l'air, en tout cas, enfin dans ses déclarations, il n'a pas l'air convaincu du fait que l'avenir soit encore dans ce sens-là. Autre citation, de toute façon, la technologie n'est pas aboutie. Rien n'est optimisé. Je ne sais pas ce que veut dire optimiser. Ça, c'est la réalité face à laquelle nous devons être lucides. Les constructeurs chinois ont pris de l'avance et nous devons être prêts au combat face à eux. C'est ça. La technologie électrique n'est pas aboutie. Enfin, la concurrence est en avance, donc c'est pas abouti. Belle conclusion. Non, mais c'est terrifiant. Et il explique qu'en fait, il n'est pas convaincu par l'idée de relocaliser. Il y a un grand mouvement en France, en particulier en Europe aussi, sur la réindustrialisation et la relocalisation de la production chez nous. On est en train de faire des pieds et des mains pour que Elon Musk choisisse la France pour sa prochaine gigafactory de batterie, probablement. C'est un match qui est en train de se jouer à au moins 2 entre l'Espagne, la France et peut-être un 3e pays. Bref, on est en train d'essayer de recréer en fait un écosystème complet avec même des mines de lithium, des gigafactories des entreprises de raffinage du lithium, des gigafactories de batteries et du reste. Et on dit à Tavares, c'est cool, donc ça y est, vous allez avoir un écosystème, vous allez pouvoir replacer vos plus d'usines de production en France. Et là non plus, il n'est pas d'accord. Il explique qu'évidemment, ça forcerait le groupe à augmenter ses coûts de production, ce qui serait contraire à l'objectif de compétitivité. Or, il dit c'est sur le prix de vente que la réussite de cette transition se fera. Là-dessus, je suis assez d'accord avec lui, ce qui serait quand même assez triste. Je veux dire, je vais pas sortir mon petit drapeau, mon béret, ma baguette et mon côté cocardier, mais ce serait quand même bien triste que ce soit des voitures de marque étrangère produites en France ou en Allemagne qui se vendent mieux que des voitures électriques de Stellantis qui, elles, seraient produites bien au-delà de nos frontières. Enfin bref, donc, mais après, il faut se rappeler d'une chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, Carlos Tavares est quelqu'un de très intelligent. Donc, il y a son discours public, et puis après, il y a la réalité des choses. C'est-à-dire que ils ont déjà une quinzaine de modèles électriques. Ils en ont certains qui se vendent très bien. Les petites Fiat 500, se vendent très bien. Enfin, et c'est pas les seuls. J'ai croisé dans un parking qui d'ailleurs se trouve de l'autre côté de la rue face au QG de Tesla en France. Ça devait être une provocation. Un des premiers, pas prototypes, mais une des premières pré-productions de la future 3008 électrique de Peugeot, qui est leur SUV familial, qui est vraiment chouette, je dois dire. Donc en gros, tout en disant qu'il a pas envie d'y aller, il y va quand même. Puis il y va même d'ailleurs massivement, parce qu'il y a des investissements aussi qui sont en train de faire justement dans l'écosystème des batteries, voire même des investissements. J'ai lu ça, mais j'attends de pouvoir le confirmer, dans des startups qui développent des avions électriques. Donc, en gros, tout ce que nous raconte Carlos Tavares, c'est peut-être pour freiner, je sais pas, pour freiner ses concurrents, peut-être. C'est une stratégie. Voilà. En fait, c'est soit ce qu'il dit est complètement idiot, soit en fait, Carlos Tavares est bien plus intelligent que nous. Parlant de bien intelligent, on se rend compte que la planète au complet semble tirer des conclusions quand même assez dures envers l'hydrogène. Et chez vous, la même chose se concrétise, hein? Rien ne va plus pour l'hydrogène. Alors, rien ne va plus, je sais pas, mais c'est vrai, on s'en parle presque à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on est parti d'un grand espoir. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, on disait, ça y est, votre prochaine voiture, elle aura de l'hydrogène, une pile à combustible, etc. Il y a qu'à refaire le réseau de distribution, c'est pas si compliqué. Bon, finalement, c'est quand même vachement compliqué, c'est très cher, au point tellement, on en avait parlé récemment, que même des producteurs d'hydrogène disent, non, mais c'est pas fait pour la voiture personnelle, ça servira à rien, laissez ça aux batteries. Et donc, on se disait qu'évidemment, ça allait réserver de l'hydrogène à des usages, en gros, allait déloger le diesel, le gazole, là où les batteries peuvent pas aller. On pense à l'aérien, on pense au fluvial, on pense aux navires, au transport par bateau, et puis on pensait au train. Et justement, chez nos voisins allemands, en Basse-Saxe, la région de Basse-Saxe avait massivement investi dans plus que des projets d'ailleurs, dans des trains à hydrogène. Ils ont investi plus d'une centaine de millions d'euros, 150 millions de dollars canadiens pour ceux qui suivent. En gros, pour acheter je ne sais plus combien de trains, enfin
pas mal, plus d'une vingtaine, trentaine, et monter des stations de recharge à hydrogène. On se disait, bon, ok, c'est peut-être de ce côté-là que se trouve l'avenir. Et ben, le problème, c'est que là, ils viennent pas vraiment de tourner Kazakh, comme on dit, mais en tout cas d'affiner un peu leur prédiction. Eux expliquent que finalement, ils vont bien remplacer tous leurs trains qui fonctionnent au diesel d'ici dans les 12 prochaines années, mais plutôt massivement par des trains à batterie, par des trains électriques évidemment, mais à batterie. Et alors ils ont pas dit qu'ils allaient mettre au rebut tous les trains à hydrogène qu'ils avaient déjà commandés, mais que ça restera un usage finalement relativement limité, tout simplement parce qu'ils expliquent que le coût au kilomètre d'un train à hydrogène est 80% supérieur à celui d'une option électrique, et que évidemment pour eux le prix au kilomètre est quelque chose de totalement crucial, comme pour tous les opérateurs. Donc voilà, peut-être que de ce côté-là aussi, la batterie va aller déloger l'hydrogène. Rapidement pour terminer, mon cher ami, vous deviez mettre en place cet été des ZFE, des zones à faible émission, et il semblerait que la date de mise en tout cas, les modalités d'application vont changer un petit peu. Parle-nous-en donc. Oui. Alors la ZFE, c'est pas une nouvelle affaire. La ZFE, l'idée de la zone à faible émission, ce serait donc des zones autour de grandes villes, mais aussi de villes moyennes. Ça a commencé évidemment par Paris, mais maintenant ça concerne 70 villes et ensemble de villes en France. C'est une idée qui date d'il y a 8 ans, si mes souvenirs sont bons, 2015, et qui en gros disait, à partir d'une date à décider, il sera interdit d'utiliser des vieilles voitures qui émettent beaucoup de particules, enfin, etc., des vieux diesels principalement. D'autant que c'est quelque chose qu'on a préparé dans le temps. Toutes les voitures ici ont un sticker, une petite vignette qui s'appelle la vignette critère, AIR, de 0 à 5. 0, c'est une voiture électrique qui n'a pas d'émission quand elle roule. Et puis 5, alors 5, c'est presque ton tracteur diesel, tu vois, d'après-guerre. Et c'était quand même sérieux parce que l'idée c'était dès cet été à l'origine d'interdire dans ce qu'on appellerait la circonscription du Grand Paris, c'est-à-dire bien au-delà des limites de la ville proprement dite, toutes les voitures qui étaient critères 3, 4 et 5. Donc c'était énorme, ça aurait touché énormément de monde, et du coup ça en a fait un sujet éminemment politique, parce qu'évidemment le problème c'est que les gens qui ont des vieilles voitures sont évidemment souvent ceux qui ont le moins les moyens d'en changer, et que on aurait tout à coup interdit à des gens qui sont résidents d'utiliser la voiture qu'ils ont aujourd'hui. Donc, bref. Mais depuis quelques mois, on a senti le début d'un rétropédalage. Alors, il y a des raisons, j'ai envie de dire conjoncturelles. Tu as vu les manifestations finalement assez récentes sur le projet de loi sur les retraites. Enfin, voilà, il y avait déjà une sorte d'ambiance sociale un peu lourde. Et puis, il y a la perspective des Jeux Olympiques, qui déjà est quelque chose qui finalement va pas forcément toujours faire plaisir aux locaux, parce que toutes les routes vont être autour de Paris, vont être condamnées quasiment pour être presque réservées aux sportifs et à ceux qui iront voir les compétitions. Bref, tout d'abord, la date a été repoussée à l'année prochaine, mais surtout, notre Sénat travaille à faire de la France, comme souvent, le pays de l'exception. C'est-à-dire que, finalement, la ZFE resterait et il y aurait bien quelques interdictions, sauf qu'en fait, tu pourrais mettre une nouvelle vignette sur ta voiture, ta vieille voiture, une sorte de vignette éco-entretien qui promettrait de faire un entretien, comment dire, avec beaucoup de célérité et de régularité, et qui te permettrait d'autoriser ta voiture interdite à rouler quand même. Si ton garagiste roule avec une voiture électrique, tu serais certifié, quoi. C'est ça me rappelle beaucoup ce que je voyais moi il y a quelques temps, je sais pas si ça existe encore en Californie, où ils ont été les premiers presque en Amérique du Nord à avoir des standards de basse émission assez stringents. Faut dire je me souviens à Los Angeles, le fog était à couper au couteau, enfin le smog. Et sinon que c'était devenu donc un truc purement assez commercial, comme les Américains savent le faire. Et il y avait donc plein de garages qui te faisaient de ton smog check avec un grand panneau disant "Pass or don't pay", ce qui, j'imagine, les encourageait à faire
te faire passer le test. Bref, donc voilà, la ZFE, bonne idée. Alors attention, hein, c'est Paris, mais il reste encore les 70 autres ZFE de France. Mais Paris donne quand même le signal sur le reste. Et c'est vrai que politiquement, c'est difficile à assumer. C'est pas, on attendait ce coup près là pour faire exploser les ventes de véhicules plus propres. Il va peut-être falloir attendre encore un peu. Soyons patients, comme nous le serons tous, mon cher Cédric, évidemment, jusqu'à ta prochaine chronique. Alors, on va te souhaiter quand même de retrouver une vie avec un semblant de normalité après ces vacances qui furent, je l'espère, reposantes. Et puis, on se reparle dans quelques semaines. Avec grand plaisir, Martin. Merci. Au revoir. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque à la place Longueuil. C'est le 26 août de 10h à 16h. C'est à la place Longueuil, au coin de la rue Joliette et Saint-Charles à Longueuil. L'AVEC se recharge au Festival des Montgolfières de Gatineau. C'est du 2 au 3 septembre à la place de la Baie, qui est l'air d'envoler là, sur la rue Saint-Antoine à Gatineau. Donc, venez visiter l'équipe de l'AVEC. Le relais électrique se recharge à Saint-Jérôme-Branché. C'est du 3 au 4 septembre, place des festivités au 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Il y aura une conférence au Centre d'inspiration électrique Kia, qui est une conférence privée le 6 septembre de 18h à 20h. Donc, c'est sur la rue Cyril-Duquette à Québec. Ensuite, le relais électrique se recharge au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Québec. C'est du 15 au 17 septembre au Centre des Foires de Québec. Donc, pendant tout le week-end, là, venez essayer une foule de véhicules électriques et hybrides branchables et posez toutes vos questions aux experts de l'AVEC. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Stéphane Levert. Ensuite, nous avons eu Denis Dragon, Yann Purtel, Cédric Lacombe, Alfred Chaloub, Sébastien Côté, ainsi que Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-François Lardeau. Réalisation et production, les studios Basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent cette émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com, tandis que pour de l'information générale sur les voitures électriques, on vous invite à visiter le www.aveq.ca. Vous avez accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com et vous avez accès également à notre boîte vocale numérique en connectant le question.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.